Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Un temps que les beaucoup plus de 20 ans ne connaissent pas, c'est celui que vous avez décidé d'évoquer à travers l'histoire de deux amis d'enfance dont les pièces et les chansons font partie de la mémoire collective, Sacha Guitry et Albert Wilmets. Un retour vers le futur, puisque pour raconter Albert Wilmets, je reçois aujourd'hui Albert Wilmets. Et c'est vrai que vous vous appelez Albert Wilmets ? Ah oui, mon père, il tenait absolument, et mon grand-père en a été ravi. Et vous êtes le petit-fils d'Albert Wilmets, créateur de chansons, de revues, de spectacles qu'on va évoquer aujourd'hui. Absolument. Alors, vous évoquez Albert Wilmets et Sacha Guitry, deux amis d'enfance, dans 4 livres qui sortent en même temps. Vous avez créé aussi une fondation Albert Wilmets, et vous évoquez une association Sacha Guitry aussi que vous relancez. On va évoquer tout ça dans les clés d'une vie, mais en même temps, pour en savoir plus sur cette époque lointaine et que beaucoup de gens ne connaissent pas, on va travailler à travers des dates. Et la première, c'est le 12 novembre 1918, le lendemain de l'armistice, la première de cette opérette. C'est une gamine charmante, charmante, charmante. Alors cette chanson a fait rêver des générations, c'est une gamine charmante, c'est Fifi, et c'est une opérette qui est finalement une première dans l'histoire de l'opérette, avec chansons et textes, et c'est Albert Wilmets qui en est à l'origine. Oui, l'histoire est assez extraordinaire, et je vais tout de suite dire qu'au départ, ça n'a pas marché. C'est bien que c'est un encouragement, comme disait Albert Wilmets, pour toutes les personnes qui commencent quelque chose et où ça fonctionne pas au départ. L'idée, bien sûr, il est arrivé au moment où Albert Wilmets était secrétaire de Clémenceau. Il avait déjà écrit un certain nombre de revues et pas mal de petites scénettes. Et puis là, le succès va devenir, pas immédiatement, mais après va être considérable, puisqu'après 2000 représentations, ce qui est une chose absolument inouïe, on va pouvoir parler de Fifi. La personne qui n'aura pas vu Fifi, c'est Lucien Guitry, disant à Albert Wilmets, vous savez, je suis celui qui n'a pas vu Fifi. Alors il faut savoir que Fifi, au départ, c'est une pièce de théâtre transformée en opérette, en comédie musicale. Oui, alors c'est assez amusant parce que j'ai encore les cahiers sur lesquels ça a été écrit, Fifi, puisque le père d'Albert Wilmets encourageait ses enfants, c'est un homme absolument merveilleux, et il a fallu, au départ, Quinson avait besoin, dans une toute petite endroit qui était le grand directeur de théâtre de Paris à l'époque, un endroit qui s'appelait l'Abri. D'ailleurs, c'était un vrai abri, puisqu'à l'époque, on recevait des bombes à Paris, et donc on n'avait pas besoin d'aller à l'abri, on y était déjà. Mais Quinson a eu un théâtre qui s'est libéré. Il y a une pièce qui marchait moins bien, et donc il a demandé à Albert Wilmets de faire, d'étoffer un peu. Et donc on a augmenté le nombre de musiciens, on a augmenté le nombre de petits modèles, et ça a donné une chose indémodable qui est reprise régulièrement depuis toujours. Oui, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, cette pièce de théâtre, je crois qu'il l'avait écrite sur des cahiers de classe, Albert Wilmets, et que l'idée était d'ajouter des musiques, car ça ne se faisait pas à l'époque. Oui, et puis c'est surtout la façon dont ça a été fait, avec cet style Wilmets très original, car Albert Wilmets écrit les lyriques, autrement dit les paroles chantées, parfois une partie du texte également. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est entièrement nouveau, à tel point qu'on dira que c'est l'inventeur des lyriques. Et on arrive à avoir dans les chansons un esprit Wilmets tout à fait particulier, qu'on retrouve pas en général chez les autres auteurs. C'est l'évocation de quelque chose d'extrêmement sensuel, d'extrêmement charmant, d'extrêmement physique, mais qui est dit d'une façon tellement légère qu'on ne peut pas s'en offusquer. Et ça correspond au lendemain de la guerre où on a besoin de rêver à l'aube des années folles. Absolument. La Première Guerre mondiale a été une horreur épouvantable, et lorsqu'on parle des années folles, en effet, ce sont après la pire des choses qui ait pu arriver, une guerre épouvantable. Alors il se trouve qu'au départ, Albert Wilmets est amené à être fonctionnaire, il a participé à des concours, et il est devenu secrétaire de Clémenceau pendant la guerre. Absolument. En réalité, Albert Wilmets, à l'âge de 13 ans, voit Carmen à l'Opéra Comique. Et là, c'était un éblouissement. Et son père lui dit « Ah non, il faut que tu gagnes ta vie d'abord ». Donc, très sérieusement, il a commencé à travailler, à faire les concours. Il arrive en retard
à un concours et le monsieur lui dit sur un ton de voix extraordinaire qui est toute une époque, vous croyez déjà dans l'administration? Et ça n'a pas beaucoup changé depuis. C'était l'époque en tout cas. Et donc il monte petit à petit, il se retrouve dans des situations des anciens combattants alors qu'il est tout jeune, mais il écrit très bien, il a beaucoup d'esprit. Ses rédactions sont parfaites et il fait un peu comme dans Messieurs les ronds de cuir, quelque chose où on était à la fois dans l'administration et dans le monde du théâtre et de la presse. Et il faut savoir que Clémenceau, bien sûr, a été le président du Conseil à la fin de la Grande Guerre, mais c'est lui aussi, et on ne le sait pas beaucoup, qui a trouvé le titre J'accuse d'Émile Zola. Alors, il se trouve aussi que Wilmetz a découvert le théâtre et il va écrire des revues. Les revues, à l'époque, c'est quotidien. On ne sait plus ce que c'est aujourd'hui, Albert Wilmetz. Oh, les revues, c'est une chose merveilleuse. C'est-à-dire, c'est un peu comme les spectacles coupés au théâtre où autrefois on faisait différents spectacles dans le même soir avec différents actes. Là, ce sont des tableaux, les uns après les autres, où il peut y avoir 10 tableaux, 20 tableaux, 30 tableaux, des décors différents et des histoires différentes. Un peu les Folies Bergères, j'allais dire, dans notre enfance, où il y avait des tableaux qui étaient les uns après les autres. Et d'ailleurs, la première revue, c'est aux Folies Bergères en 1886. C'est un journaliste du Figaro qui s'appelle Georges Grison qui a l'idée de relancer le lieu en créant une revue qui s'appelle Place aux jeunes, jeunes avec un accent circonflexe, puisqu'il y avait des problèmes de pénurie d'alimentation à l'époque. Et c'est vrai que les revues, il en a écrit une centaine, Albert Wilmetz. Énormément. Et alors, il y a eu surtout les fameuses 7 revues écrites avec Sacha Guitry, puisque lorsque Sacha Guitry et Albert étaient ensemble quand ils étaient jeunes, ils ont fait leur première communion ensemble. On va en parler. Et puis, mais la première revue Wilmetz-Guitry a été l'occasion de la rencontre avec Yvonne Printemps. Vous allez peut-être en parler après. On va en parler tout à l'heure. Là, je reviens à Wilmetz. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans sa vie. Quelqu'un qu'on imagine lié à Michel Sardou, mais c'est pas le cas. Un auteur dramatique contemporain d'Alexandre Dumas fils, Victorien Sardou. Bien sûr. Alors, Albert adorait à ce point Victorien Sardou, qui, comme vous le savez, est le beau-père de Robert de Flers, tout ça, et tout le monde se retrouve, etc. Et lorsqu'il était enfant, Victorien Sardou lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et Albert Wilmetz répond « Oh, j'adore le théâtre ». Et Victorien Sardou lui montre Madame sans gêne, différents extraits, puisqu'il était en train de faire les répétitions. Et par la suite, Albert Wilmetz, dans une vente aux enchères, pourra reprendre ce merveilleux manuscrit. Et l'anecdote veut qu'il était avec Sacha Guitry à l'hôtel de Drouot des ventes de l'époque. Et Sacha Guitry le voulait aussi. Mais quand il s'est rendu compte pour quelle raison son ami Albert le voulait, il l'a laissé à Albert. Alors, il y a aussi 3000 chansons d'Albert Wilmetz, dont une qui a fait le tour du monde. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Mistinguett, mon homme, le monde entier l'a chanté. Le monde entier, tout le monde. D'ailleurs, les éditions Salabert, Universal, avait fait un CD spécial en mettant Barbara Streisand, en mettant toutes les grandes chanteuses qui ont chanté cette chanson qui, dans la version Mon homme, ou My Man, ou Mi Hombre, puisqu'elle existe aussi comme ça, a été un triomphe qui continue encore aujourd'hui. Oui, et cette chanson est née d'ailleurs par hasard. Au départ, il y avait d'autres paroles et un autre rythme, je crois. Oui, il y a une légende qui voudrait qu'au départ, c'était un peu plus rapide et qu'il y ait eu des petites variations, ce qui prouve que, comme d'habitude, on ne sait jamais à l'avance si les choses vont avoir du succès, et c'est toujours à la limite. Mais il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, pour la Violettera, il y a eu des parodies, la Cacahuètera, ou les choses comme ça, qui ont été faites également. On s'amusait beaucoup à l'époque. Oui, on faisait des parodies avec Chevalier, Mistinguett, qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Et au départ, Mon homme, c'est une pièce de Francis Carco, où a débuté un second rôle du cinéma des années 50 qui s'appelait Noël Roquevert. Ah, merveilleux acteur qu'on retrouve dans les films de Sacha aussi. Alors, il se trouve aussi qu'à l'époque, l'homme de Mistinguett s'appelle Maurice Chevalier, et lui aussi a créé une chanson immortelle signée Albert Wilmetz. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça, ça aussi, c'est un classique. Ça vient d'une opérette.
Absolument, ça vient de Dédé, qui a été filmé sans Maurice, malheureusement, Maurice Chevalier que j'ai bien connu, et qui avait acheté sa maison juste à côté de celle de mon grand-père, à Marne-la-Coquette. Et Dédé a été un succès gigantesque, c'est la fameuse série des opérettes Fifi, dont vous avez parlé, Dédé, La Haute à Bouche, où il y a eu 4 succès absolument inouïs, qui encore aujourd'hui, quand on les joue, on est sûr d'avoir une salle pleine, si c'est bien monté. Voilà. Alors, il se trouve que dans la vie, il ne faut pas s'en faire, c'est un classique. Et Dédé, finalement, c'est l'ancêtre des comédies musicales d'aujourd'hui, Albert Wilmetz. Oui, et c'est là où on ne se rend pas toujours bien compte qu'à l'époque, il y avait un style qui était un peu éloigné de la vie. Or, Albert Wilmetz a toujours voulu faire quelque chose qui soit divertissant, mais qui soit quand même proche de la vie. Parce que si vous regardez bien les paroles de « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire », il y a un côté un peu triste, un peu joyeux, et finalement, c'est la vie. Et vous parliez de la maison de Maurice Chevalier à Marne-la-Coquette, d'ailleurs que sa veuve a gardé ensuite jusqu'à la fin de sa vie telle qu'elle était, comme si Chevalier allait rentrer le lendemain. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la maison d'Albert Wilmetz était située tout près de celle qu'a occupée Johnny Hallyday. Oui, parce que quand Albert Wilmetz s'est installé à Marne-la-Coquette, il y avait un très grand terrain. Et ce grand terrain était tellement grand qu'il l'a coupé en deux, une partie pour Maurice Schlumberger, dont les enfants sont morts pendant l'occupation, pendant la guerre plutôt, et alors que les fils Wilmetz ont eu la chance inouïe de ne pas mourir, et la maison de Maurice Chevalier, la maison de Maurice Schlumberger, après, a été vendue à Johnny Hallyday, voilà. Où j'allais quand j'étais enfant, ce qui est toujours assez amusant. Après, oui. Je suis moins allé. Voilà, c'est une autre époque. Et une autre époque encore qu'on va évoquer, c'est une date, le 10 avril 1919. À tout de suite sur Sud Radio avec Albert Wilmetz. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Albert Wilmetz pour évoquer une époque lointaine mais mythique de la France, de la chanson et du théâtre, avec Albert Wilmetz, votre grand-père, auteur de plein de chansons, et Sacha Guitry, qui était son meilleur ami. Alors, vous publiez des livres, vous faites une fondation, mais on va en parler tout à l'heure. On va surtout évoquer maintenant le 10 avril 1919, un mariage parisien, celui de Yvonne Printemps avec Sacha Guitry. Et ce mariage, eh bien, il le doit à Albert Wilmetz, Sacha Guitry. Alors, voilà comment les choses se sont passées. Quinson, le fameux directeur de théâtre, réunit Sacha et Albert pour faire une revue, celle comme les revues dont vous parliez tout à l'heure. Et Albert Wilmetz va dans la propriété à Jumièges, en Normandie, chez les Zouacs, pour l'écrire avec Sacha. Il se trouve que Charlotte Lisès, qui était la femme de Sacha Guitry à l'époque, lui dit « Oh, je rentre du théâtre Antoine et j'ai vu une jeune fille absolument merveilleuse, il faut la voir. » Et comme dit Albert Wilmetz, ils sont allés la voir et ils l'ont eu d'une certaine façon, puisque la revue va s'appeler « Il faut la voir », L''A-V-O-I-R. Et Sacha va avoir un coup de foudre qui ne s'arrêtera jamais pour Yvonne Printemps. Et il faut dire aussi que Charlotte Lisès, malheureusement, avait trompé Sacha peu de temps avant avec un chanteur, si bien que le couple allait déjà très mal. Et Charlotte Lisès a toujours été très triste de cette situation qu'elle avait elle-même, en réalité, créée. Il se trouve aussi que Yvonne Printemps s'appelait au départ Yvonne Vignol. Elle a commencé à 10 ans aux Folies Bergères comme figurante et elle s'est appelée Printemps parce que tout le monde disait « Tu es tellement joyeuse, tu symbolises le printemps ». Absolument. Et l'un des morceaux les plus célèbres de sa vie, c'est dans un film. Ça aussi, ça a marqué une génération, les Trois Valses, une opérette de Strauss, adaptée par Albert Wilmetz, et qui a été représentée au Bouffe parisien avec Yvonne Printemps. Un gigantesque succès, puisque je crois qu'il y a eu également 2000 représentations, enfin quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça a été filmé avec Pierre Freinet, donc on peut encore aujourd'hui le revoir. Et chose très émouvante, mon père, Claude Wilmetz, était administrateur de théâtre de la Michaudière que dirigeait Yvonne Printemps. Et quand Yvonne Printemps est morte, mon père a décidé de faire un hommage. Et donc, il a fait passer dans son théâtre, à la Michaudière, 3 valses. Et mon père m'a dit, il faut que tu viennes demain voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras, c'est assez étonnant. Et au moment où chaque scène de 3 valses dans un film s'arrête, le public applaudissait
Nous étions au théâtre, c'était son théâtre, mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu applaudir à la fin de chaque scène le public. C'est fou, hein. Alors, Yvonne Printemps, Sacha Guitry, c'est un couple mythique, mais un couple totalement complice à la scène comme à la ville. Je crois que dans les magasins, ils faisaient un numéro étonnant. Partout, c'est-à-dire que les deux sont vraiment le théâtre incarné. Yvonne a commencé très jeune et quand Sacha la rencontre, elle est déjà au sommet aux Folies Bergères. Et quand il rentre dans les magasins, mon père Claude Wilmetz raconte que c'est une nouvelle inauguration. On n'imagine pas ce qu'ils étaient connus l'un et l'autre. Pensez que Sacha, par amour pour elle, va écrire Mozart et que Mozart va être joué, je crois, 52 fois de suite à New York, en français bien entendu. Et qu'au moment de leur séparation, puisque Sacha Guitry s'est séparé, a été marié 5 fois, qu'aucune de ses femmes jamais n'a dit du mal de lui, et au moment de la séparation avec Yvonne, Yvonne n'avait rien pour vivre. Et il a écrit lui-même une lettre contrat pour qu'elle puisse jouer Mozart au Théâtre de la Madeleine, avec un élément financier la mettant totalement hors des contraintes de la vie quotidienne, faisant lui-même la mise en scène, et ce qui était encore plus étonnant, partant en tournée pendant 1 an, et ne rentrant à Paris que quelques jours après le prononcé du divorce. Il se trouve aussi qu'il s'est passé un événement. C'est à la fois la reine d'Angleterre et le président de la République française qui ont applaudi Sacha Guitry et Yvonne Printemps à Londres. Oui, et Yvonne avait dit devant la reine qui lui demandait « Mais est-ce que vous êtes heureuse ici, madame ?»« Oh, je le serais davantage si j'avais mon chien. » Et la reine répond « Oh, je vois qu'ils ont fait la même chose qu'à moi. » En réalité, Sacha a fait les éléments officiels depuis tout le temps. Et lorsque, à la fin de sa vie, vous avez les fameux galas où vient le président Coty à l'Opéra pour les 3 grands films, Paris, Versailles et Napoléon, il y a le mot gala. Et le mot gala, c'est parce que c'est un gala de bienfaisance. C'est-à-dire que les gens payaient une fortune les places et qui allaient à l'entraide des comédiens ou pour le secours, etc. Oui, car Sacha Guitry a toujours été très généreux envers les autres. Exceptionnellement généreux. Le nombre de galas qu'il a pu faire pour Antoine, pour tout le monde, rien que pendant l'occupation, quand il est revenu à Paris, il a commencé à faire un bureau d'entraide. Et il a réussi à faire une quantité invraisemblable de manifestations, de galas, de bienfaisance. Et il a réussi, pendant les 4 ans de l'occupation, qui n'était pas la période la plus heureuse, c'est moins qu'on puisse dire, à donner 10 millions de francs de l'époque, ce qui est une somme absolument considérable, pour acheter des ambulances, pour secourir les personnes. Alors, il se trouve qu'Albert Wilmetz, c'est une chose, Guitry en est une autre, mais ils avaient un côté enfant tous les deux, et ce côté enfant, Yvonne Printemps le partageait, Albert Wilmetz, puisque elle faisait des farces avec Sacha Guitry, notamment un jour, ils se sont déguisés en extra. Oui, chose inouïe, c'était à Royan où Sacha et Yvonne sont venus 7 années de suite, après plus quand ils se sont séparés. Mes grands-parents avaient plusieurs autres personnes qui venaient. Il y a un couple d'extras qui vient pour servir, maître d'hôtel, etc. Sacha dit « Oh, nous sommes obligés de partir à Paris. Yvonne, au revoir, on se voit bientôt, Le lendemain arrive le couple d'extras, qui est apparemment très bien, et puis il commence à servir un peu, et puis à table, il passe les plats. Et ma grand-mère, dont Yvonne était la meilleure amie, reconnaît les mains d'Yvonne, manucurées. Et à ce moment-là, il ne s'était pas rendu compte que c'était Sacha et Yvonne qui s'étaient déguisés à peine, mais qui jouaient tellement bien leur personnage qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Les meilleurs amis. Alors, effectivement, Yvonne Printemps et Sacha Guitry se sont séparés. En fait, je crois qu'elle le trompait en allant avec le chauffeur dans un grand magasin. Elle entrait par une porte, elle sortait par l'autre, et elle allait rejoindre Pierre Freinet dans une chambre d'hôtel. Pierre Freinet, on a oublié, mais ça a été un grand comédien, Albert Wilmetz. C'était un excellent comédien. D'ailleurs, Sacha Guitry l'a fait jouer dans Franz Hals, lui a écrit des lettres de recommandation. Et pendant l'occupation, alors que Sacha Guitry était le président de l'Union des théâtres, il y avait différentes sections, une section des auteurs, où il y avait même des très grands noms de l'Académie française, il y avait une pour les acteurs, et dans les acteurs était Pierre Freinet. Et il se trouve aussi que Pierre Freinet, on l'a pas oublié, dans la trilogie marseillaise, il est Marius de Pagnol. Oui, ce qui est assez inattendu parce que c'était pas la façon qu'il avait de parler était différente. Et il fait des efforts inouïs pour pouvoir passer pour un méridional. Et vous avez connu, je crois, Albert Wilmetz, Yvonne Printemps au Théâtre de la Michaudière. J'ai eu la chance de connaître Yvonne Printemps dès ma naissance.
puisqu'elle adorait mes parents. Et quand je suis né, elle est tout de suite venue à l'hôpital pour me voir. Je m'en souviens pas, mais me donner mon premier cadeau. Et après, je l'ai vue chez elle, je l'ai vue chez mes grands-parents, je l'ai vue chez mes parents. Elle venait dîner et déjeuner avec Pierre Freinet à l'époque, bien sûr. Et puis, comme mon père était l'administrateur de la Michaudière et que nous étions, au moment de ma naissance, nous habitions rue de la Michaudière, donc j'étais au théâtre tout le temps. Donc, je l'ai vue non-stop. Et moi, j'ai vécu une scène surréaliste. Une de mes premières interviews, c'est Pierre Freinet à la Michaudière. J'y vais, Yvonne Printemps était là, et pendant tout l'entretien, elle n'a cessé d'insulter Pierre Freinet. C'est un cas absolument extraordinaire parce qu'elle le faisait régulièrement. Donc vous avez eu la chance d'être dans la situation habituelle. En revanche, elle n'a jamais dit un seul mot sur Sacha Guitry, comme les 4 autres femmes de Sacha Guitry. Et dans une interview de Séverane, qui était une grande journaliste qui avait interviewé Yvonne Printemps autrefois, elle lui dit « Mais Madame Printemps, vous ne nous parlez pas assez de Sacha Guitry, où vous avez eu vos plus grands triomphes. » Et Yvonne Printemps répond « Je crois que vous faites une tentative d'incursion dans le domaine réservé. » Donc tout ce qu'on a pu imaginer qui a été dit par Yvonne est bien sûr complètement faux, mais le plus étonnant, c'est de réussir à pouvoir être mariée 5 fois, divorcée donc 4 fois, et qu'aucune de vos femmes jamais ne dise un mot négatif. C'est l'inverse de la misogynie, c'est un cas unique. D'ailleurs, Sacha Guitry est allé voir Yvonne Printemps dans un film pendant la guerre en secret. Oui, tout à fait. Et c'est Albert qui le raconte, parce que Sacha n'en parlait pas. Et donc, ce qui prouve qu'il y avait quelque chose. D'ailleurs, chaque fois qu'il y avait un changement de femme, puisque Sacha ne trompait pas ses femmes, mais quand la femme était terminée, il y avait parfois, raconte Henri Jadot, que j'ai bien connu, son secrétaire aussi, des personnes adorables, jeunes, joyeuses et gaies, qui venaient mettre une ambiance extraordinaire dans la maison. Mais il descendait le fameux portrait d'Yvonne de Vuillard qui était dans le grenier, et il le remettait à côté de son bureau. Et on va continuer à parler de Albert Wilmets et aussi de Sacha Guitry à travers une autre date, le 8 août 1947. A tout de suite sur Sud Radio avec Albert Wilmets. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Albert Wilmets, petit-fils du créateur de revues, de chansons, meilleur ami de Sacha Guitry. Vous l'évoquez d'ailleurs dans des livres, dans une fondation, dans une association, on va en parler tout à l'heure. Mais on en revient à la vie de Sacha Guitry, et je parle du 8 août 47, qui est une date importante qu'on a un peu oubliée, parce que finalement c'est la fin d'un cauchemar. Et au début de son livre 60 jours de prison, eh bien Sacha cite cette date ainsi qu'une autre, le 7 mai 45, qui sont celles où on l'a innocenté de tas de choses pendant la guerre. C'est une horreur. Quand vous êtes accusé et que vous êtes innocent, c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce que 5 personnes sont débarquées chez lui pour l'arrêter? On ne sait pas. C'était le 23 août 44. Exactement. Et il était en pyjama, en train de réconforter quelqu'un qui était inquiet. Et puis ils arrivent, ils se sont rendus compte que c'était un peu spécial de réconforter. Et puis en pyjama, on a failli le tuer, puisqu'on a quand même mis le revolver sur sa jugulaire, etc. On a arraché le téléphone, on l'a conduit à la mairie. Il est allé vraiment en pantoufles et en pyjama. Exactement. Pantalon vert, pyjama en haut vert et jaune, et des pantoufles vert clair. Ça vous donne une idée. Il a cru au départ que c'était une blague. J'ai pas l'impression, parce que à cause du revolver et de la nervosité de ces jeunes gens qui étaient venus avec aucun mandat d'arrêt. C'est comme si on débarque chez un de vos auditeurs 5 gamins de 20 ans, armés, et qui vous disent « Venez avec nous ». Mais ils venaient d'où, ces garçons? On ne sait pas, on n'a jamais voulu le dire. Et Sacha, n'en ayant pas parlé, j'irai pas plus loin. À la mairie, on savait pas quoi en faire, on l'a mis au dépôt, et puis il est resté 60 jours en prison, il avait plus de 60 ans, il a toujours été physiquement très mal, avec des rhumatismes épouvantables, ça n'a rien arrangé. Il a fait... Alors, il n'y avait aucune charge contre lui. C'est pour ça qu'il y a eu 2 non-lieux. Ce qui est un cas absolument unique. Et quand vous avez des personnes qui pourraient dire des bêtises du style « Ah oui, mais j'ai entendu que... » Donnez-moi un fait. Il n'y en a aucun. Mais c'est exactement comme Maurice Chevalier, qu'on a dit qu'il avait été collaborateur. Il a été victime d'une fausse interview sur Radio Paris. Il ne savait pas que c'était Radio Paris. Et résultat, il a été accusé de collaboration et il a été blanchi totalement à la Libération. Voilà. Alors, sur Sacha, c'est encore pire parce que lui était anti-allemand depuis toujours. Comme mon grand-père, comme Sarah Bernard. Ils sont nés à une époque où la Lorraine, l'Alsace-Lorraine n'était plus à nous.
Sarah Bernard, dans les moindres dîners, une fois au Danemark, l'ambassadeur de Prusse lève son verre gentiment en disant « à la France ». Sarah Bernard se lève en disant « à la France ». Tout entière. Immédiatement, l'orchestre qui était là-bas fait la Marseillaise et le pauvre ambassadeur de Prusse se trouve renvoyé. Donc, ils étaient anti-allemands dès le départ. Dès 1905, Sacha Guitry interdit que ses pièces soient jouées en Allemagne. Ce de chez nous est une réponse au manifeste. C'est écrit par Sacha Guitry lui-même. C'est un film où il interviewe des célébrités. Où il y a tous les plus grands génies français de l'époque, ceux de chez nous. Alors, comme il y en a quelques-uns qui sont juifs, il va le refaire paraître au moment de l'occupation allemande. Il a eu le culot de le faire passer 50 fois, alors qu'il y avait Sarah Bernard et Anatole France, qui n'étaient pas du tout autorisés à l'époque, mais il le fait quand même. Et comme il a fait, dès janvier 41, cette pièce inouïe qui s'appelle « Mon auguste grand-père » et que l'association des amis de Sacha Guitry a fait paraître pour la première fois, une pièce à 21 personnages, à 4 décors, qui a été écrite et répétée pendant 1 mois en janvier 40 et interdit bien entendu, janvier 41, et interdit bien entendu par la censure allemande. Pourquoi ? Cette pièce se moque ouvertement des lois ariennes, c'est-à-dire les statuts des Juifs imposés par l'occupant allemand. Il y a des phrases du style, on nous demande, puisqu'il fallait montrer qu'on était baptisé, on nous, soit les parents, les grands-parents, la preuve par 7, disait Sacha Guitry, et on nous demande notre pédigré un peu comme à des chiens. Et dedans, la pièce est d'une profondeur inouïe. Le principal personnage est accusé à tort d'être juif. Son meilleur ami, voyant que tout le monde le laisse tomber, chose à laquelle on ne pense pas toujours, lui dit « Mais tu ne sais pas ?» Je ne sais pas quoi. « On dit que tu es juif. » « Je ne suis pas juif. » « Qui dit ?» Par exemple, ma concierge. Fais monter la concierge. La concierge vient. Alors, madame la concierge, c'est vrai que vous dites que je suis juif ? Pourquoi vous dites ça ? Oui, c'est vrai. Et pourquoi vous le dites ? Parce que la crémière le dit aussi. Alors, vous comprenez, si la crémière le dit et que moi je le dis pas, je vais avoir l'air de votre côté, etc. Voilà le début de la pièce. Et cette pièce, vous l'avez rééditée, ou plutôt éditée pour la première fois, Albert Wilmets. Éditée pour la première fois. Les héritiers Guitry, avec Christian Aubard, voyant qu'il y avait encore des gens mal informés, parfois mal intentionnés, mais en général mal informés. Et il fallait commencer à montrer un peu cette première pièce interdite par les Allemands en janvier 41, écrite en décembre 40. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça à l'époque. Et les Allemands en ont voulu énormément de cette pièce à Sacha Guitry, puisque toutes les autres choses, tous les autres films, Désiré Clary, il y a eu des couples qui ont demandé la censure allemande, il n'était pas sûr d'avoir la chose. Une autre opérette a été interdite, qui est Le Dernier Troubadour, dont la musique et dont le personnage principal était Charles Trenet, a été interdite aussi. Et ça, je suis témoin. Trenet, en tout cas, me l'a raconté. Il arrive avec Guitry dans le bureau du censeur qui interdit la pièce, et Guitry dit, avec sa voix particulière, « J'en parlerai à mon ami Goebbels ». Trenet, un peu surpris en sortant, dit à Guitry, « Mais vous connaissez Goebbels ?» Et Guitry répond, « Mais absolument pas ». C'est le genre d'esprit que pouvait avoir Guitry. Oui, c'est-à-dire ce qu'il avait fait aussi, quand on creuse les choses en détail, c'est qu'il dresse les autorisations les uns contre les autres. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé le premier théâtre qui a réouvert, je ne citerai pas son nom, le deuxième théâtre qui a réouvert, c'était le théâtre des ambassadeurs, Espace Cardin, qui avait été volé à Henri Bernstein parce qu'il était juif, et quelqu'un d'autre avait pris ce théâtre, il avait fait une pièce, un troisième, et il a donc dit c'est le moment de faire quelque chose, et il a rejoué Pasteur. Pasteur, c'est la seule pièce où il n'y a pas de femme, donc pas de charme, et c'est la vie prodigieuse de Pasteur, où il y a la Marseillaise à la fin, le président de la République en grand uniforme, cordon Légion d'honneur et tout, les gens étaient dans la salle, absolument. Mais un monsieur de la censure allemande avait dit, écoutez, il y a des phrases qu'on ne peut pas supporter. Et Sacha Guitry avait eu le culot inouï en tant que président de l'Union des théâtres, etc., de dire au sens supérieur, on veut faire des coupures. Et le type a dit, on ne peut pas faire des coupures. Donc, il mettait les Allemands entre eux contre eux pour ce genre de choses. Alors, il se trouve aussi que Guitry, comme Wilmets, sont restés à Paris et parce qu'ils estimaient que c'était leur devoir, Albert Wilmets. Oui, l'un et l'autre ont fait constamment du bien. C'est-à-dire que Sacha a immédiatement fait un bureau d'entraide. S'il a joué également Pasteur, c'est parce qu'il y avait énormément de comédiens. D'ailleurs, la paye des comédiens, y compris la sienne, a été la même pour tout le monde. Il y avait même des distribués pendant la guerre des colis jusqu'à 100 000 francs pour les personnes qui étaient dans les camps.
Madame Choiseul, à l'époque, gagnait 20 000 francs, ça donne une idée des montants, sa secrétaire. Et Albert a fait également des choses continuelles pour aider les gens. Et il n'y a pas très longtemps encore, je vois un vieux monsieur s'approcher de moi dans un restaurant et me disant « Vous vous appelez Albert Wilmetz ?»« Oui, monsieur. Quel est votre lien avec Albert Wilmetz ?»« C'était mon grand-père. Savez-vous que votre grand-père m'a hébergé pendant une grande partie de la guerre et que je lui dois beaucoup ?»« Ah non, je ne le savais pas. » C'est fou. Ah, Hein. voilà. Et le monsieur, je lui demande, mais qui est le monsieur d'à côté? Je lui dis, savez-vous qui est le monsieur qui était là? Ah oui, c'est Philippe Clément, l'ancien président de la Chambre de commerce de Paris, qui était président de l'Automobile Club de France, et en plus à l'époque. Donc, je n'ai jamais entendu parler de ces choses-là. Mais quand plus tard, mon grand-père va créer les comités du cœur à la SACEM pour venir en aide à tous les artistes qui n'ont plus autant de succès qu'ils avaient eu avant, on a la même chose. C'est-à-dire que constamment, l'un et l'autre font tout pour aider les autres personnes. Alors, il y a quelqu'un qui a aidé Sacha Guitry et Sacha Guitry l'a aidé ensuite. Imaginez la Terre alors qu'on ne la connaît pas, alors qu'on la connaît Alain mal. Decaux. Car Alain Decaux a gardé la maison de Sacha Guitry quand Sacha Guitry s'est retrouvé en prison, Albert Wilmetz. Oui, et je lui en avais parlé à Alain Decaux en lui disant « C'est merveilleux ce que vous avez fait ». Et cet homme inouï a répondu « Oh, vous savez, je n'ai pas fait grand-chose. » Et je suis ravi que cette modestie réelle de cet homme merveilleux ait abouti au fait que Lana Marconi lui a donné l'émeraude que portait Sacha Guitry et qu'Alain Decaux a fait sertir sur son épée d'académicien. Lana Marconi, la dernière femme de Sacha Guitry, et il se trouve que Sacha Guitry est intervenu pour qu'Alain Decaux publie son premier livre. Alors, Sacha Guitry laissait toujours son bureau ouvert, mais quand il voyait que la personne, lors d'un entretien, avait quelque chose d'exceptionnel, il faisait tout pour aider. Et en effet, c'est exactement ça. Lorsque il a vu le premier livre qu'il voulait publier Alain Decaux, il a appelé un éditeur, et c'était fait. Il était reçu, et ça a été le départ de la carrière. Mais il a fait beaucoup de choses pour beaucoup d'autres comédiens aussi. Il se trouve que quelqu'un a aidé Sacha Guitry pendant qu'il était en prison, c'est Albert Wilmetz. Absolument, c'était normal, les deux meilleurs amis du monde, d'ailleurs toutes les dédicaces, c'est à mon meilleur ami, et parfois c'est à mon meilleur ami, il est agréable de pouvoir se répéter. Albert, voyant que Sacha Guitry était complètement bloqué au point de vue compte en banque, qui va durer d'ailleurs pendant toute la période de l'occupation et des procès après, etc., va financièrement payer tout ce qui va être nécessaire pour l'entretien de la maison et les dépenses courantes. C'est tout à fait normal qu'il l'ait fait et il l'a fait spontanément comme on fait pour son meilleur ami. Oui, mais il se trouve aussi que curieusement, Albert et Sacha se sont fâchés pendant cette période. Oui, c'est-à-dire que c'était une période extrêmement mouvementée que la période de la Libération. Et de temps en temps, en dehors de l'histoire de Sacha, il y a eu toute une série de personnes qui se sont fait tuer par erreur. Mon père me racontait que autrefois, quand ils étaient à l'île Saint-Louis à un moment, des jeunes gens ont débarqué et ont passé par la fenêtre un monsieur, qui était un vieux monsieur d'ailleurs, mais ils se sont trompés. Le collaborateur, c'était l'étage d'en dessous. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient un peu Et Albert Wilmetz a tout fait ce qu'il a pu pour aider, mais Sacha aurait attendu de la part de ses amis les plus proches qu'ils rentrent dans l'arène tous et qu'ils fassent des tribunes dans les journaux qu'on leur aurait pas permis, puisque Sacha Guitry, pendant l'occupation, quand un journal collabo l'attaque sur un sujet, il fait son droit de réponse et il publie en même place les réponses à ce qu'a dit, etc. En revanche, Albert n'aurait jamais pu à la Libération faire ça. Oui, mais il se trouve donc qu'ils se sont fâchés et ils se sont réconciliés sur le lit de mort de Guitry. Voilà, Sacha va utiliser le prétexte de vouloir faire si Monaco m'était compté, reprenant Florestan Ier, prince de Monaco, qui avait été une opérette qu'ils avaient fait ensemble également. Et là, parce que c'est lui, parce que c'est moi, reprenant les fameuses phrases de Montaigne, et ils sont retrouvés comme ils étaient avant, ce qui est extraordinaire, et ce qui montre les liens profonds qui existaient entre les deux hommes. Et je crois que finalement, les derniers mots de Sacha Guitry, dans sa chambre où il est mourant, c'est pour Albert Wilmetz. Oui, le médecin a dit aussi qu'il avait dit une phrase comme rideau.
Donc, parce que le délire des hommes intelligents, quand ils sont en train de mourir, est toujours intelligent. Et c'est une chose assez merveilleuse. Et Albert Wilmets, ce jour-là, va arrêter d'écrire ses mémoires. Pourquoi ? Je n'ai pas l'explication, mais je trouve très curieux, ou plutôt très logique, qu'ayant perdu la personne qui était toute sa vie, si j'ose dire, un ami qu'il voyait tous les jours, même lorsqu'ils n'étaient plus ensemble, Albert a fait tout ce qu'il a pu pour pouvoir arrondir les angles. Sacha, lui, avec un courage inouï d'une indépendance totale, voyait la chose de façon un peu différente. Albert a été nommé président de la SACEM à la Libération, parce qu'il était également très anti-allemand. Et après la mort de Sacha, vous verrez dans toutes les interviews que donne Albert, des témoignages d'amitié vis-à-vis de Sacha Guitry, qui sont extrêmement émouvants. Et c'est pour ça aussi que vous tentez de les faire revivre, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 2 décembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Albert Wilmets. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Albert Wilmets, petit-fils d'Albert Wilmets, grand auteur de chansons et de revues et meilleur ami de Sacha Guitry. Et le 2 décembre 2024, vous créez, Albert Wilmets, la fondation Albert Wilmets. Donc c'est un retour aux sources. Pourquoi aujourd'hui ? Je crois qu'il y a un moment, si j'avais 25 ans, ça aurait peut-être, je me disais, j'avais toute ma vie pour pouvoir le faire. Maintenant, le répertoire, on joue toujours un peu les mêmes pièces. Je connais beaucoup de choses, j'ai eu la chance, grâce à mes parents et mes grands-parents, de connaître énormément de personnes. Je dispose de pas mal d'archives et de souvenirs surtout, et je me suis dit que c'était le moment de pouvoir réunir et que les personnes qui ont des questions, qui veulent voir quelles sont les œuvres, puissent se retrouver dans un point. Lorsque le répertoire Wilmets sera dans le domaine public, il y a encore un certain temps, vous verrez une éclosion merveilleuse. Et il ne sera pas... qui fera qu'on jouera, à mon avis, autant Wilmets qu'Offenbach, qui est dans le domaine public et que les gens jouent plus facilement. Oui, effectivement, c'est une façon de transmettre aussi cette œuvre d'Albert Wilmets. Absolument. Et de montrer dans quel sens ça a pu être fait. Je vous parlais du comité du cœur tout à l'heure. Les deux ont passé leur temps à pouvoir montrer aux gens les choses qui sont belles. Sinon, on risque de les mépriser si on ne les connaît pas. Alors, il se trouve aussi que certaines chansons ont traversé le temps. C'est le cas de celle-ci. Ah oui, sous les papas, les tutus, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Et mon nous sous les pas, tu prends moi sous les laitues et mon nous sous les pieds. Marie Laforêt et Alain Veil, Sous les palétuviers, qui est une chanson d'Albert Wilmets d'une opérette qui s'appelait Toi et moi en 1934. Voilà, Toi c'est moi avec Pile et Tabet, et ça a été filmé, donc vous pouvez le voir en entier avec Saturnin Fabre qui dit des choses absolument insensées, et Pauline Carton en train de chanter Les palétuviers, qui est typique du style Wilmets, en jouant sur les mots, quelque chose de très joyeux, et si bien que lorsque l'on sort d'un spectacle Wilmets, en général, on est assez heureux, ce qui est le but de l'opération. Alors effectivement, Marie Laforêt a repris cette chanson. Pauline Carton était un personnage hors du commun, qui était aussi le second rôle favori de Sacha Guitry. Oui, une femme absolument étonnante, courageuse, intelligente, et qui avait toujours l'emploi de la femme de chambre, mais qui était une personne que Sacha Guitry appréciait énormément. Il se trouve aussi donc, que vous défendez Albert Wilmets à travers cette fondation, mais aussi Sacha Guitry, puisque vous faites renaître une association des amis de Sacha Guitry qui a existé, je crois, dans les années 80. Oui, elle n'existait plus, plusieurs personnes m'en parlaient, et avec Christian Aubard, l'héritier de Sacha Guitry, nous nous sommes dit qu'il était une bonne chose qu'une association existe et que l'on puisse réunir aussi les informations. Quand vous voyez le nombre de pièces de théâtre, le nombre de films, le nombre de radios
qu'a fait Sacha Guitry aussi, ce que les gens connaissent moins. C'est absolument prodigieux l'activité. Ah bah, la radio, Sacha Guitry, je crois, faisait des chroniques régulières. Et il a aussi participé régulièrement, et on n'est pas beaucoup à le savoir, à une émission qui s'appelait Les Amis de Mireille, sur le Poste parisien. C'était un déjeuner au Fouquet's, assez arrosé, ce qui fait que quand Guitry et Mireille revenaient au micro, les invités avaient bien bu et se confessaient. Oui, en réalité, c'est Sacha qui connaissait très bien Emmanuel Berle et Mireille, donc le mari de Mireille, qui lui avait dit il faudrait faire quelque chose pour apprendre aux gens à chanter, etc. Et je pense que Mireille le ferait très bien. Et donc, elle a créé le petit conservatoire grâce à un conseil de Sacha Guitry. Alors, vous publiez sous la Fondation Wilmetz 4 livres, Sacha Guitry, Yvonne Printemps, Albert Wilmetz et Mon Auguste Grand-Père. 4 livres en même temps. Alors, en réalité, le hasard a fait que lorsqu'on consulte, il y avait des projets qui existaient déjà depuis un certain temps. Et donc, ça a été l'occasion de pouvoir les aboutir. L'association des amis de Sacha Guitry a d'abord publié Sacha Guitry, Yvonne Printemps, puisque j'ai eu l'énorme chance de bien connaître Yvonne Printemps. Étant donné qu'il y a pas mal d'erreurs dans les biographies de Sacha Guitry, Christian Aubard m'a dit aussi ce serait une bonne chose de faire une biographie de Sacha Guitry qui reprendrait depuis le départ les choses. Comme il y avait des personnes qui se trompent en disant qu'il est collaborateur, c'était l'occasion ou jamais de ressortir Mon Auguste Grand-Père. Et l'association des amis de Sacha Guitry a publié un 4e livre qui est Sarah Bernard, qui était une grande amie et la seconde mère de Sacha Guitry. Voilà, il se trouve qu'elle a été très liée, elle était témoin à son mariage. Elle a été témoin au mariage de Lucien Guitry et de Sacha Guitry 37 ans après. Alors, il se trouve aussi que vous évoquez dans ce livre vos ancêtres, et on apprend que Albert Wilmetz, et donc vous, descendez de Blaise Pascal. Ah, vous l'avez lu en entier, je suis absolument ravi. Oui, mon grand-père trouvait que c'était extrêmement amusant et disait que notre grand nez venait de Blaise Pascal, qui avait un énorme grand nez pour ça. Et c'est sûr parce que ça vient par les femmes, ce qui est un cas assez... Seule la femme est sûre, comme nous disons pas dans les opérettes. Et vous évoquez aussi avec Albert Wilmetz une poétesse qui a été très contestée, Minou Drouet. Jean Cocteau disait toutes les femmes sont des poètes, tous les hommes aussi, sauf Minou Drouet, parce qu'à 6 ou 8 ans, elle écrivait des poèmes et personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Albert, comme toujours, va s'occuper des personnes qui sont attaquées ou des personnes qui sont injustement calomniées. Il va organiser à la SACEM un concours en lui demandant « écrivez quelque chose sur tel sujet ». Elle écrit quelque chose de brillantissime. Et Sacha, d'ailleurs, félicitera Albert d'avoir pris la défense de Minou Drouet. Minou Drouet, que j'ai eu au téléphone il y a quelques années, je lui avais écrit un petit mot, elle m'a gentiment téléphoné et j'ai été étonné. Elle avait la voix exactement de ses poèmes. Elle s'exprimait comme dans ses poèmes. J'avais l'impression de parler à Minou Drouet. C'était stupéfiant. Elle vit aujourd'hui à la Guerche de Bretagne et communique le moins possible avec les médias. Mais on ne sait jamais, on peut un jour la convaincre de venir dans les Clés d'une vie. Elle aurait des choses à raconter. Alors, il se trouve que l'amitié d'Albert Wilmetz et de Sacha Guitry s'est traduite par un travail commun. Ils écrivaient tous les deux à des allures records. Oui, et surtout, il travaillait tout le temps. Sacha Guitry se lève au plus tard à 8h, 7h30 du matin, etc. Il écrit tout le temps. Par exemple, vous avez la fameuse pièce de théâtre « N'écoutez pas, mesdames », où le directeur de théâtre lui dit « c'est un peu court, on a 1 heure de pièce, il faut faire etc. » Albert lui dit « il faudra peut-être rajouter quelque chose ». Sacha « ah ben non, ma pièce se tient ». Il est 10h le matin à peu près. Henri Jadot assiste à la réunion, et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure du déjeuner, la fameuse première tirade ne vous mariez pas, n'écoutez pas, mesdames, aux hommes que je m'adresse, a été écrit de 10h du matin à l'heure du déjeuner. Donc en effet, il écrivait absolument à toute allure. Il pouvait même jouer au billard et dicter une pièce en même temps. Cas absolument extraordinaire, il avait dicté 5 pièces à Madame Choiseul, sa secrétaire, qui prenait en sténo. Donc, c'était permis de pouvoir le faire. De mémoire, elle a fait la même chose pour le dernier acte de Franz Hals, qui est en vers. Et Madame Choiseul raconte, je suis dans son bureau, il me dicte, nous sommes en train de descendre l'escalier, il continue à me dicter, nous sommes sur le trottoir attendant la voiture qui ne vient pas. Monsieur Guitry continue à me dicter, nous sommes dans la voiture. Il dit à son chauffeur, nous allons à tel endroit. Et Sacha Guitry se retourne vers moi et me dit, je sais où nous allons, mais je ne sais plus où nous en sommes. Et raconte-t-elle dans ses mémoires, il a repris 2 pages avant. Autrement dit, sa mémoire prodigieuse
hérité sans doute de son père qui connaissait plus de 100 pièces par cœur, est une chose qui est totalement inouïe. Alors, on sait en plus que Sacha Guitry a fait 12 sixièmes. Son père lui dit, tu finiras par te marier en sixième. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Lucien Guitry, lui aussi, a tout appris dans les bibliothèques. Voilà, c'est-à-dire qu'il séchait, comme on disait dans mon enfance, les cours pour aller à la bibliothèque, et il avait appris à l'âge de 13 ans la totalité du répertoire classique français. Je dis bien la totalité. Donc toutes les pièces de Molière, c'est pas les lire, c'est les savoir par cœur. Et à l'époque, quand on savait un rôle, on le savait tous les rôles. Et c'est un cas absolument unique. Et il est rentré terriblement tôt au conservatoire à 15 ans. Et comme Sarah Bernard d'ailleurs, 14 ans et demi, voilà. Et ils n'ont pas eu le premier prix, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre, ce qui est assez extraordinaire, ils ont eu les seconds prix. Mais sa capacité de mémoire, comme Sarah Bernard, qui aussi avait appris une pièce de théâtre dans l'après-midi pour la jouer le soir, est une chose qui est mesurable, alors que l'intelligence est moins mesurable, alors que la mémoire, oui. Il se trouve aussi que dans ces livres que vous publiez, Albert Wilmets, il y a un inédit, L'impromptu de Neuilly. Oui, alors il se trouve que l'impromptu de Neuilly avait été écrit du vivant d'Yvonne Printemps. Or, il se trouve que pour l'écrire, on avait mis ça sur un magnétophone. Et que ce livre a été absolument censuré. Et que comment ça se fait? Eh bien, il s'est trouvé que à cette époque-là, Yvonne Printemps vivait avec Pierre Freinet qu'elle n'avait pas épousé et que Sacha Guitry était toujours vivant. Or, les amis de Sacha Guitry qui ont écrit l'impromptu de Neuilly ont surtout parlé de la grande époque de Sacha et d'Yvonne, qui était la plus belle époque d'Yvonne. Or, comme Sacha était vivant et que Pierre Freinet était là, c'était enregistré dans la maison de Neuilly, rue Saint-James, d'Yvonne et Pierre. C'était délicat de parler du mariage d'avant uniquement. En revanche, dans le tapuscrit, c'est-à-dire la retranscription de la bande magnétique que j'ai corrigée de la main d'Albert Wilmets, ça a permis de pouvoir mettre et de publier pour la première fois, d'où l'intérêt du livre Sacha Guitry et Yvonne Printemps, les archives exactes de ce qu'ils ont dit et qui avait été censuré dans l'autre livre. C'est un peu l'avantage de tous des livres qu'a publié l'Association des Amis de Sacha Guitry ou la Fondation Wilmets, c'est que c'est uniquement basé sur des archives, qui est le plus grand historien des archives. Alors, il se trouve que dans ces archives, il y a des photos, et sur toutes les photos, on voit pratiquement Albert Wilmets en permanence avec une cigarette au coin des lèvres. Voilà, Albert Wilmets fumait 5 paquets par jour, c'est-à-dire 100 cigarettes. C'est énorme. C'est considérable. Alors, Sacha, de son côté, fumait beaucoup et il disait « Ah, je n'ai pas d'inspiration. Je prends une cigarette. Ah, ça commence à venir. J'allume une cigarette et je me rends compte que j'avais déjà une cigarette d'allumée à l'autre main. » Donc, c'était des énormes fumeurs. Oui, et ça aurait pu mal se terminer et ils ont échappé au cancer du poumon. Oui, Sacha avait quand même les poumons très blancs quand il est mort de cette crise de dents généralisée, comme il disait, rage de dents généralisée, cette néphrite épouvantable qui faisait si mal. En revanche, je crois que Albert Wilmets n'était pas un bon Yvan côté gastronomie, et vous racontez dans un de vos livres notamment un déjeuner avec les parents de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, absolument. Le hasard faisait que ma grand-mère était née au Puy, et elle connaissait très bien les parents du président Giscard d'Estaing. Et lors de ce déjeuner, c'est absolument invraisemblable, commençant par 3 tartes de suite, si l'on peut dire, c'est-à-dire une quiche lorraine, une tarte à l'oignon, et une tarte aux pommes après par la suite. On mangeait très mal chez mes grands-parents parce que mon grand-père ne mangeait pratiquement pas. Il buvait pas d'alcool, il fumait énormément. Ça devait pas être bon, je pense, pour le goût. Mais il y avait d'autres plaisirs à table avec une conversation très agréable. Voilà. Mais il se trouve que ces points communs entre Guitry et Wilmets sont uniques dans l'histoire du théâtre et de la chanson. C'est unique et le hasard, on ne se rend pas bien compte aujourd'hui ce que Guitry pouvait être connu. Mais quand pendant l'occupation, il envoie un message à quelqu'un qu'il ne connaît pas, dans une prison allemande et que la personne est libérée, ou quand il reçoit des personnes qu'il ne connaît pas chez lui, en disant je le reçois et qui réussit à pouvoir aider, il était extraordinairement connu. Autrefois, Albert Wilmets était très très connu aussi. Et c'est une très bonne chose quand vous avez 2 amis très connus. Ça évite toutes les petites différences qui pourrait y avoir. Et en plus, l'un et l'autre avaient ce don inouï que Sacha Guitry réutilise dans Le Comédien quand il fait dire à son personnage «
savez-vous ce que c'est que le public? C'est votre pays. Alors c'est toujours bien de pouvoir l'amuser, le distraire, mais si on peut lui faire du bien, c'est mieux. Il se trouve aussi que vous publiez ces livres, vous avez créé cette fondation, Albert Wilmetz, vous relancez l'association des amis de Sacha Guitry, mais il y a aussi des films disponibles sur Internet, des films totalement oubliés, Albert Wilmetz. Oui, c'est-à-dire que au point de vue film, vous parlez de ce que j'ai fait? Oui. Ah, bah c'est très gentil. Il s'est trouvé qu'au moment du Covid, puisque je m'occupe de 2-3 choses de théâtre, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Donc j'ai fait moi-même des petits films, mais de façon totalement personnelle, qu'on trouve sur albertwilmetz.com/1.htm, comme ça on a absolument tout. Et j'ai fait des films qui montrent l'amitié de Sacha Guitry et d'Albert Wilmetz, des femmes de Sacha Guitry, Yvonne Printemps, un film sur Sarah Bernard qui, à mon énorme surprise, a réussi à avoir 20 000 vues sur YouTube sans aucune publicité. C'est la première fois que j'en parle dans un endroit très connu comme le vôtre. Il se trouve que, à mon avis, c'est le point de départ d'autre chose, parce que la transmission est là, et votre devoir, c'est de continuer, Albert Wilmetz. Merci. Je compte sur vous. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.